Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h41 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons débuter avec le Haaretz, qui souligne ce matin en première page que dans le fameux discours des cornichons, le discours des Chamoutsim, désormais célèbre, prononcé par Binyamin Netanyahou lors de la très houleuse séance inaugurale de la session d'hiver de la Knesset, le Premier ministre a prononcé une petite phrase qui est passée presque inaperçue, mais qui est importante, affirme le Haaretz. Pour la première fois, en effet, M. Netanyahou semble avoir admis que la menace d'une présence iranienne accrue en Syrie, et en particulier dans le sud de la Syrie, était un danger plus immédiat, plus important d'un point de vue sécuritaire pour l'État d'Israël que le danger du nucléaire iranien. Le Israël Hayom consacre sa manchette de ce matin à celui qui est le chef des opérations du Hezbollah en Syrie, Mounir Shaitou. Shaitou serait, selon le journal, depuis plus d'un an le responsable principal de l'implantation de plus en plus solide de l'Iran en Syrie. Shaitou est un personnage tristement célèbre au sein des forces de sécurité, puisqu'il est considéré comme le responsable d'un attentat qui avait coûté la vie en 2002 à 6 Israéliens. En fait, selon Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, ce Shaitou serait le commandant en chef du Hezbollah pour toutes les régions situées au sud de Damas, en Syrie. Et le journal de rappeler que les deux prédécesseurs de Shaitou à ce poste ont connu une fin brutale, puisqu'il s'agit de Samir Kuntar et d'Iman Mournier, tous deux éliminés par les forces de sécurité israéliennes, apparemment. Quant au site Énergie, il nous explique ce matin que pour faire face à la menace accentuée de l'Iran, à la présence accentuée de l'Iran et du Hezbollah en Syrie, les Druzes du sud du pays qui vivent dans ce que l'on appelle le triangle des frontières jordaniennes, syriennes et israéliennes ont décidé de créer leur propre milice qui entend combattre ces influences grandissantes des forces chiites dans cette partie de la Syrie. Selon certaines sources, ces Druzes entendent également dissuader leurs propres frères de s'enrôler dans des forces chiites pro-iraniennes. En effet, il semble, et c'est selon le NRG, que le Hezbollah tente de soudoyer des combattants druzes afin qu'ils rejoignent ses rangs. Et pour les séduire, le mouvement terroriste leur propose de solides avantages financiers. Le Times of Israel, dans sa version en français, affirme que le Qatar a décidé de financer la construction du siège de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Ce siège abritera donc les responsables de l'autorité qui doivent prendre le contrôle administratif de la bande de Gaza dans les prochaines semaines. Cette décision du Qatar entend exprimer le souhait immédiat de l'Émirat de voir le processus de réconciliation Hamas-Fatah aboutir. Quant au Israël Hayom, il se fait l'écho de la colère des Jordaniens face à ce rapprochement entre le Hamas et le Fatah. Le roi Abdallah crée en effet un tel rapprochement et selon le roi, l'inclusion de responsables du Hamas dans l'OLP, comme cela a été mentionné dans la presse israélienne, risque d'affaiblir la sécurité intérieure des Palestiniens. Enfin, à propos du plan de paix israélo-palestinien que Donald Trump entend présenter d'ici la fin de l'année civile, la Maison-Blanche a démenti hier les informations qui ont été publiées dans la presse israélienne et que nous avions répercutées, selon lesquelles le président américain n'a pas l'intention d'accepter de tergiverser avec les Israéliens et les Palestiniens sur son plan. Non, dit-on dans l'entourage du président, ce ne sera pas à prendre ou à laisser. Il n'y aura pas de deadline pour la mise en application de ce plan de paix donc du président américain qui devrait être présenté avant le début de l'année civile. Le site Walla nous rappelle que cela fait un mois que s'est produit le terrible attentat meurtrier à l'entrée de la localité d'Ar Hadar, non loin de Jérusalem. Un attentat qui a coûté la vie à 3 Israéliens et bien laissé un 4e. Et à l'occasion de ce mois, le site Walla nous montre les mesures de sécurité qui ont été déployées et consolidées au poste de passage où s'est produit cet attentat. Des blocs de béton, des vitres blindées, des caméras. Il semble que tout ait été mis en œuvre pour qu'aucun ouvrier palestinien ne puisse à nouveau agresser les agents de sécurité comme cela s'est produit le 26 septembre dernier. Seul problème est de taille. Depuis ce jour-là, les habitants d'Ar Hadar ont peur. Beaucoup d'entre eux craignent d'accorder à nouveau leur confiance à des ouvriers palestiniens comme ceux du village voisin du leur. Pour l'instant, le poste de passage est fermé, mais il devrait rouvrir dans quelques jours et l'on verra alors combien d'ouvriers palestiniens le franchissent au quotidien. En politique intérieure, le Israël Hayom estime qu'après plusieurs incertitudes, la loi dite française a des chances d'être votée par une majorité de députés, mais à une seule condition, que celle-ci ne s'applique pas rétroactivement à Binyamin Netanyahou dans le cadre des enquêtes judiciaires le concernant. Là aussi, il y a un problème. Le conseiller juridique du gouvernement continue à s'opposer à une telle loi qu'il a qualifiée d'absurde cette semaine. Au sein de la coalition, on répond que le conseiller Mandelblit ne peut pas s'opposer à une loi dont la rédaction n'a pas encore été complétée.
et qui n'a pas encore été soumise à l'aval des députés. Nous parlerons de cette loi française dans quelques instants avec Maître Pierre Lursa, avocat, qui nous expliquera la problématique de cette loi, et en tout cas en quoi cette loi est d'une certaine manière peut-être révolutionnaire. Le Israël Hayom nous montre ce matin une photo des officiers soldats israéliens qui ont participé hier soir à la grande et traditionnelle soirée de gala de l'Association pour le bien-être des soldats de Tsahal aux États-Unis. Une soirée couronnée de succès puisqu'elle a permis de collecter la bagatelle de 35 millions de dollars justement donc pour le bien-être des soldats israéliens. 1200 invités ont participé à ce dîner de gala qui s'est tenu à l'hôtel Hilton de Manhattan à New York. Et le journal de souligner que la star de la soirée a été le capitaine Mahor Kutchker, 26 ans, de la brigade des combattants Kfir, qui a combattu lors de l'opération Bordure Protectrice à Gaza et qui vient d'une famille d'Olim de Moldavie, particulièrement nécessiteux. Alors qu'il avait à peine 13 ans, il a commencé à subvenir aux besoins de sa famille en travaillant. Le récit de son histoire personnelle a particulièrement ému les donateurs juifs américains présents à ce dîner. Et puis, le Yediot Aharonot pose ce matin, en première page, le problème des médicaments qui sont excessivement chers, mais qui sont capables de sauver des vies humaines en Israël, de très rares malades atteints de maladies particulièrement rares. Le Yediot Aharonot relate l'histoire de Eden, 7 ans, qui souffre de sclérose en plaques et qui a besoin pour vivre de prendre un médicament qui coûterait à sa famille chaque année quelques 2 500 000 shekels, soit 600 000 euros. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse avec le supplément du Yediot Aharonot qui publie une interview de l'ancien vice-président américain et prix Nobel de la paix Al Gore, et ce à l'occasion de la sortie du nouveau film documentaire sur l'environnement dont il est à l'origine. Le Yediot écrit à cette occasion qu'Al Gore est devenu une sorte de prophète qui met en garde l'humanité contre les risques qu'elle est en train de prendre et qu'elle fait prendre à la planète si elle continue à vivre comme elle le fait maintenant. Et si le réchauffement global se poursuit, dans cet entretien, Al Gore s'en prend à celui qu'il considère être comme le numéro 1 des négationnistes du réchauffement climatique, qui n'est autre, vous le savez, que le président américain actuel, Donald Trump. Et puis, encore un titre important, il faut le souligner, plusieurs sites d'information comme le NRG et comme le site du Haaretz annoncent ce matin que lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue hier à Jérusalem, un acheteur anonyme a acquis pour la somme d'1 560 000 dollars un document sur lequel Albert Einstein avait rédigé en 1922 sa formule pour vivre heureux. L'histoire de cette feuille de papier est étonnante. En 1922, Einstein était à Tokyo. Il s'est retrouvé dans un hôtel, l'hôtel impérial où il était descendu, mais il n'avait pas la moindre somme d'argent. Voulant remercier le bel-bol qui lui avait porté sa valise, il a donc rédigé sa formule du bonheur. Et quelle est donc cette formule rédigée en allemand ? Une vie paisible et calme sera bien plus heureuse qu'une vie passée à la poursuite incessante du succès, a écrit Einstein, qui aurait dit au bellboy de garder précieusement cette feuille de papier, lui affirmant que dans l'avenir, celle-ci vaudrait bien plus que sa valeur marchande initiale. Einstein ne s'était pas trompé, comme dans d'autres cas, puisque même les responsables de la vente aux enchères organisée hier à Jérusalem ont affirmé qu'ils avaient estimé sa valeur, la valeur de ce document, à 8 000 dollars au maximum, soit 300 fois moins qu'il ne l'a été vendu. Et inutile de préciser qu'ils sont ravis, c'est le neveu du bellboy qui a confié ce document à la vente aux enchères à Jérusalem. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On retrouve tout de suite, sans transition, avec une petite pause musicale, Maître Pierre Lursa pour nous parler justement de cette loi française qui est au cœur d'une polémique au début de cette session d'hiver de la Knesset. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.